Dans notre confort de fauteuil, j'aimerais te demander qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux sur cette planète qui n'ont pas encore ce confort. Tu nous as parlé évidemment de nous, ce qui nous intéresse toujours. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Tu nous as parlé des Chinois, mais il y a beaucoup d'autres populations, plus au sud, généralement au sud. Alors eux, c'est quoi leur coévolution? C'est la même que nous, un peu en décalage? Je parle de l'Afrique, mais aussi Inde, Pakistan, Inde avec une peau de léopard, on pourrait dire, des endroits tout à fait occidentalisés, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire c'est nous, et d'autres endroits très largués. Donc, comment tu vois cette évolution pour d'autres? À l'époque, au XIXe siècle jusqu'au XXe siècle, la grande idée était qu'il y avait une grande vision de progrès universel, héritée des Lumières, et que les autres peuples, d'une manière ou d'une autre, allaient suivre ce même chemin. D'ailleurs, quand a été créé l'UNESCO, c'était exactement ça. Le programme de l'UNESCO, c'était donc par l'éducation que l'on obtienne la paix à travers donc le développement de l'éducation, de la santé, de la culture et bien sûr de l'économie, mais ça, c'était pas pour l'UNESCO. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le premier secrétaire général de l'UNESCO était un évolutionniste, c'était Julian Huxley, un des cofondateurs de la théorie synthétique de l'évolution. Et c'est lui d'ailleurs qui, en 1957, a créé le terme de transhumanisme. Quelle est l'idée du transhumanisme de Julian Huxley, qui était au passage, je sais que le nom est apprécié, qui était aussi un grand ami de Teilhard de Chardin. Très intéressant. C'est lui qui a fait traduire Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, en anglais, où ça n'a pas eu de succès. Et là, l'idée de Julian Huxley était que l'ensemble des populations du monde puissent rattraper le train du progrès. Et l'essence du transhumanisme pour lui, qui est une belle idée d'ailleurs, c'était justement grâce à tout ce que j'ai dit, l'éducation, le travail, la santé, etc., de mener la plus grande partie de la population vers le maximum des potentialités que nous avait léguées la nature qu'on ne connaissait pas. La limite de 120 ans que j'évoquais, on ne la connaissait pas à l'époque. C'est une magnifique idée. En fait, ce projet s'est un peu réalisé pour le monde occidental, comme je l'ai évoqué, et il y a tous les autres. Les Chinois nous rattrapent à une vitesse extraordinaire, et même dans certains domaines nous a déjà dépassés. Reste l'Afrique. Et le grand enjeu aujourd'hui, c'est que quand j'en parle avec des amis africains, ou dans certains contextes où je suis, on espère qu'ils seront capables, avec notamment les smartphones et les réseaux, qui savent très bien bricoler d'ailleurs au passage, pas les réseaux, mais les smartphones, arriver à créer une économie qui pourrait voir l'émergence d'une classe moyenne. Sauf que la vraie difficulté, et c'est le fond de ta question, et je t'en remercie, c'est qu'on voit bien que c'est quand même assez compliqué d'imaginer, et on l'espère pour eux à certains égards, qu'ils puissent nous rattraper par rapport à ce qui était notre progrès à nous, alors que déjà nos sociétés sont en train de perdre ce schéma-là. Donc c'est pour ça que ça devient extraordinairement compliqué aujourd'hui, et le grand danger, moi, que je vois, plus que celui que tu as cité, qui est légitime et qui est une réalité, c'est que moi je vois cette bipolarisation entre les pays qu'on a déjà connue depuis longtemps, c'est le nord-sud depuis longtemps, ça, je suis bien d'accord, mais c'est qu'aujourd'hui cette bipolarisation, je la vois au sein de chaque pays. Et donc, ma grande crainte aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que soutiennent certains transhumanistes actuels, hein, c'est-à-dire qu'une élite, quel que soit le pays ou sa nationalité, va s'en sortir, va prendre ce chemin des nouveaux mondes qui sont en train de s'esquisser, qui sont déjà là, et que les autres, après tout, tant pis, et on va mettre le revenu universel. Donc l'idée est que, et c'est pas pour rien, alors je rappelle que le revenu universel, c'est pas une pensée de gauche, hein, c'est une pensée de droite d'abord, hein, mais ça c'est à chaque fois qu'on a changé de société, ce sujet est revenu. Ça commence avec Thomas More, avec les utopies, cette affaire-là. Et donc, est-ce qu'on va vers une société dans laquelle, pour des conceptions darwiniennes mal comprises d'ailleurs au passage, on acceptera qu'il y ait des élites qui vont participer globalement à l'amélioration du monde et que les autres, donc, effectivement, on leur apportera un revenu universel, qui se débrouillent, certains s'en sortiront, d'autres ou pas. Là, c'est malheureusement ce que l'on voit et c'est extrêmement inquiétant parce que je ne vois pas comment nos sociétés et l'humanité aujourd'hui pourra tenir avec une telle
bipolarisation, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Sauf que, de mon point de vue, mais ça, évidemment, là, on rentre sur un débat complètement général, c'est qu'on n'a pas, comme je l'ai dit, de vision commune pour l'avenir de l'humanité. Et les seuls qui en parlent, c'est assez intéressant, c'est les transhumanistes. Alors, je ne veux pas dire que je crois en leurs utopies, mais le seul domaine de la pensée, si on peut l'appeler comme ça, qui propose une vision de l'avenir, avec ses utopies et ses dystopies, ce sont les transhumanismes californiens. Alors ça, c'est marrant, parce que ça, c'est pour nous les Occidentaux, et tu as raison d'insister, parce que les Chinois, les Coréens du Sud et les Japonais, eux, ils ne se posent pas de questions, ils y vont. Hein. Donc c'est intéressant, avec ces disparités qu'on connaît en Chine. Donc voilà où on est aujourd'hui, et moi, je ne pense pas qu'à l'horizon 2050, le monde pourra continuer avec ces dissociations, ces bipolarisations que nous connaissons entre les pays, entre les continents, entre des pays, et au sein de chaque pays. Je vais tout de suite vous passer la parole et prendre vos questions. J'espère que vous en avez. Levez bien haut le bras dans la mesure où il va falloir qu'on fasse vite, hein, un quart d'heure. Monsieur, au centre du 4e rang. Merci pour cette excellente démonstration. Depuis qu'ont commencé les différents exposés, finalement, on a entendu beaucoup de Cassandre. Où va-t-on trouver les architectes politiques et économiques qui vont nous sortir de ce pétrin? Si vous allez voir votre médecin et qu'il vous dit que vous avez une maladie, ce n'est pas un Cassandre, il vous dit que ça ne va pas. Donc, je vais vous dire une chose sur le réchauffement climatique. Nous autres, les scientifiques, on préférait vraiment se tromper. Franchement, on préférait se tromper sur le réchauffement climatique, sur les changements actuels et même sur les fondements des biodiversités. Sauf que malheureusement, on a raison. Par contre, on s'oppose à nous des pseudo-gourous qui, eux, de toute façon, quelles que soient les mises en évidence, les démonstrations ou les faits même, eh bien, eux, au nom de leur vérité, récusent cela. Donc, nous ne sommes pas des Cassandres, nous les scientifiques, on n'est pas là pour nourrir un projet. Monsieur Jacques Arnoux est juste devant vous, donc il y a des gens qui disent « Ah, ben l'évolution, quand même, ça prouve bien que ça allait venir vers l'homme. » Bon, l'homme est là, mais la science ne dit pas ça. Mais vous pouvez l'interpréter comme ça, là, mais ce n'est pas la science qui le dit. Vous voyez ce que... Voilà. Attention, il y a un mauvais usage des sciences par rapport à ça. Donc nous ne sommes pas des Cassandres, on préférerait franchement que ça se passe autrement, mais bon, évidemment, ce que nous racontaient nos copains cosmologistes hier, dans 3-4 milliards d'années, ça va, on est à peu près tranquille, mais aujourd'hui, ce que j'évoquais là, et je pense que je suis un des rares, avec Bridge Johnson et McAfee, à évoquer évidemment ce rapport aux technologies, au changement de nos sociétés qui sont extrêmement rapides. Alors tout ne va pas être négatif, mais l'évolution étant toujours un compromis, voilà, c'est pas parce qu'on dit que l'arbre tombe qu'on veut éliminer la forêt. Donc voilà, on n'est pas des Cassandres, on décrit le monde en fonction de nos critères qu'on peut discuter, mais en tout cas, voilà comment nous travaillons nous. Nous ne sommes pas là pour nourrir un projet ou une idéologie. Pascal, nous sommes là pour décrire comment le monde change. Tu n'es pas un grand singe attaqué, ne t'inquiète pas. Non, pas du tout. Non. Mais la question de mais je monsieur, comprends, vers qui on se tourne alors? Vers qui on se tourne? Mais monsieur l'a dit, il a dit c'est les citoyens qui vont devoir prendre des décisions. Quelles sont et c'est vrai, mais attendez, il n'y a pas que des scientifiques. Moi, j'ai un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Sloterdijk. Là, attention, lui aussi, quand vous le lisez, vous ne sortez pas quand même avec le sourire. Mais il a une capacité... Alors, ne pas être d'accord avec ses analyses, mais elles sont incroyablement percutantes. Par exemple, son dernier livre qui a été traduit en français, qui s'appelle « Après nous le déluge ». Alors, je vous conseille de lire ce livre, c'est assez ardu, mais ça vient d'où? C'est la Pompadour qui était à une fête à Fontainebleau, et ils apprennent que les armées de Louis XV viennent de subir une grosse défaite. Alors évidemment, ça jette un froid sur la fête, et elle lâche « Ah, après tout, après nous le déluge ». Et on est un peu comme ça aujourd'hui. Et Peter Sloterdijk, c'est intéressant parce que moi je connais que 3 philosophes qui s'intéressent vraiment aux anthropologues. Michel Serres, Peter Sloterdijk, et le 3e c'est Francis Fukuyama. Alors que j'espère vous avoir convaincu, en tout cas apporté une démonstration comme quoi l'anthropologie est une discipline fondamentale pour aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'elle a été oubliée. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, regardez ce qui se passe avec les générations. Et en fait, il avait anticipé l'élection d'Emmanuel Macron
on est dans une révolution anthropologique, j'en ai pas parlé, qu'on n'a jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les cultures, quand un gamin naît, garçon ou fille, il est inscrit dans une parenté et une filiation. La parenté, qui sont mes parents, donc mes apparentés. La filiation, c'est ce qui est transmis à la génération suivante en termes de devoirs, de noms, d'obligations, de statuts, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une rupture intergénérationnelle comme jamais, c'est le sous-titre du livre, où, comme le dit Peter Sloterdijk, je trouve ça passionnant, il dit aujourd'hui, les jeunes générations se choisissent les ancêtres qu'ils voudraient. Et c'est pas pour rien qu'il y a une espèce de pathologie en ce moment pour rechercher les origines génétiques, même chez les gens qui ont été éduqués par d'autres. Alors que jusqu'à présent, jusqu'à la fin du XXe siècle, les personnes, indépendamment des changements de société, étaient inscrites d'emblée dans une filiation, une parenté. Et aujourd'hui, on a une rupture là-dessus. Comment construire le monde de demain avec donc ces ruptures absolument majeures qu'on n'a jamais connues jusque-là? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, je ne vois rien. Donc c'est un défi pour nous tous, bien sûr. Donc tu n'as pas tout à fait répondu à la question de monsieur. Parce que je n'ai pas la réponse. On ne sait pas vers qui se tourner. Ce que tu racontes me fait penser, et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, me fait penser à une publicité qui est en train de circuler sur Twitter, qui nous vient de Nouvelle-Zélande, et où on voit les enfants, peut-être que Jean-Louis Eudin l'a vu, on voit les enfants converser avec leur smartphone et poser leurs questions fondamentales, les questions qu'on pose tous à 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et alors, la question gentille, c'est est-ce que les enfants sont véritablement apportés par des cigognes dans des draps? Vous vous souvenez de l'image d'Épinal? Et évidemment, le smartphone répond « Écoute, ce sont des légendes. » En fait, il dit ce qui se passe. Et ce que l'on voit, ce sont tous ces enfants posant leurs questions à leur smartphone, ayant des réponses dont on pourrait dire qu'elles sont étayées par la science, étayées par toutes nos connaissances. Et la dernière image, c'est l'enfant qui arrive, et ça vous fait penser un peu à Sixième Sens ou tous ces thrillers. L'enfant s'avance, sa maman est en train de préparer des choses, elle est à une table, et il est derrière, et il lui dit « Mommy, we need to talk ». Maman, maintenant il faut nous parler. C'est-à-dire qu'en gros, quand même, il a appris que le Père Noël n'existait pas, etc., ouais. etc. Et donc, on voit l'enseignement, et ça me fait penser à ce que tu viens de dire, l'enseignement qui vient d'ailleurs, ouais. Et en fait, c'est l'enfant qui revient vers son propre parent en lui disant les choses, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tu es en train de me raconter n'importe quoi. Ouais. Et ce qui va, évidemment, c'est déjà le cas, c'est le problème de l'éducation nationale et des formes d'enseignement qu'on connaît, qui sont évidemment bousculées de la même manière. Enfin, bien, madame. Une question, madame, juste au deuxième rang. Je suis un peu spécialiste d'enseignement puisque j'ai enseigné de l'école maternelle au cours d'agrégation à l'université. Et j'ai vu ce qu'était notre population enfantine. Et je suis très soucieuse d'entendre votre réponse. Vous avez évoqué l'Asie, le Japon, la Chine, à la pointe de l'innovation et du progrès et de la suprématie finalement. Or, en Chine, les enfants sont pris en main. Dès l'enfance, ils sont disciplinés, ils sont encadrés, ils sont nourris. Est-ce que c'est ça le modèle, peut-être, que nous devrions suivre pour les égaler ? Oui, démocrature. Mais en attendant, ce qu'on voit, c'est que ça vient de sortir. Je viens de voir quels sont, d'un point de vue scientifique, j'entends. C'est-à-dire quelles sont les publications les plus nombreuses citées de premier rang, parce que tout ça, évidemment, c'est très cadré dans le domaine scientifique. Sur les 13 premières universités en mathématiques et en technologie, madame, sur 13, il y en a 8 qui sont chinoises ou Singapour, et les autres sont américaines, Princeton, Berkeley, MIT, etc. Voilà, donc les conséquences sont là. Maintenant, effectivement, c'est le grand débat qu'on a actuellement, quoi. Roger Paul Roy a fait un beau papier là-dessus récemment, j'aime beaucoup ce philosophe. Je veux dire, il faut qu'on réfléchisse dans notre modèle, où aujourd'hui, en effet,
un espèce de post-rousseauisme naïf qui laisse entendre que les jeunes vont s'épanouir par eux-mêmes, etc. Je pense que là, on voit une des conséquences majeures, c'est que notre école aujourd'hui ne répond plus du tout aux enjeux de la société, et il y a répondu pour notre génération. Je veux dire, l'évolution que j'ai évoquée là, elle est liée aussi à l'éducation. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne répond plus à ces enjeux-là. Et je ne sais pas certain, vous avez raison, madame, que la manière dont les jeunes japonais, les jeunes chinois, les jeunes coréens, enfin, je veux dire, je ne vais pas avoir leur jeunesse à l'école. Donc, je pense. Alors, par contre, ils ont des bons résultats, mais qui correspondent quand même à notre modèle. Et nous, notre modèle est en train de changer. Comment on va faire? Je ne sais pas, mais regardez, moi, je trouve ça, ce que je trouve assez extraordinaire. On parlait de l'Inde, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, les plus grands professeurs de management dans les universités américaines, notamment, ils viennent de l'Inde. Et là, c'est pareil, l'Inde, tu l'as dit, c'est la peau de léopard. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, quelles que soient les différentes approches des systèmes éducatifs, eh bien, il y en a qui sont capables de faire sortir des gens, des étudiants, qui vont tout de suite dans le monde international. Et puis, il y a ceux qui vont rester dans cette bipolarisation du mauvais côté. Et ça, c'est extrêmement inquiet parce que, justement, c'était ça. Condorcet avait quand même cette belle expression sur l'éducation. C'est-à-dire l'éducation pour tous, évidemment. Alors, ce qu'on apprend à l'école, et il avait bien dissocié ce qui est de l'ordre de la filiation au sein de la famille. Sauf qu'aujourd'hui, on a un délitement qui fait que l'éducation nationale se doit de charger de normalement ce qui devrait se passer à la maison. Ça, non, évidemment, ça ne tient plus. Et par ailleurs, Condorcet disait aussi qu'il faut maintenir les inégalités nécessaires. Et aujourd'hui, on a une faillite sur tous ces aspects-là. Voilà. Et donc, quel système éducatif pour demain? Moi, j'espère, en tout cas, voilà, je vous apporte une réponse, que on est en train de connaître une inversion totale des grands modèles qu'on a connus. Par exemple, en médecine, la médecine, j'ai dit tout à l'heure, c'est éradiquer les maladies, et elle a très bien fait. Sauf qu'il y a encore des imbéciles aujourd'hui, c'était dit hier, qui sont contre la vaccination, c'est quand même hallucinant. Et là, voilà. Mais la chose étant, la médecine a éradiqué des maladies. Et aujourd'hui, on passe sur la médecine de plus en plus personnalisée, où notre génome, on va l'avoir, évidemment, ça ne va pas coûter cher. On est capable de faire, grâce aux analyses Smart Data, des prédictions sur la possibilité de voir se déclencher les maladies ou pas, où les gens vont participer à leur thérapie. Et donc, c'est la médecine 4P, donc prédictive, personnalisée, participative, et j'en oublie toujours une. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. Un siècle après la Grande Guerre, où c'était donc des soldats qu'on envoyait par milliers, vous savez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'ai entendu une conférence du général Denis Mercier. Alors, attendez, général 5 étoiles, français, commandant suprême de l'OTAN, qui est en charge de la transformation numérique des armées de l'OTAN. Et donc on parlait de toute cette question-là, il disait, nous, on est exactement sur la même problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des soldats qui sont sur le terrain, ils ont des systèmes, donc avec des smartphones, des armées, et immédiatement, ils peuvent avoir un système 3D de tout l'environnement et tous les systèmes d'armes et prendre les décisions, évidemment, avec l'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé aujourd'hui sur une individualisation de masse. Donc pour l'éducation, pardon pour ce détour, et c'est pareil pour les entreprises, ce qu'on appelle le CRM, c'est-à-dire centré sur chaque client, c'est, par exemple ce que fait Netflix très bien après Amazon. Aujourd'hui, je pense que l'éducation nationale, ou l'éducation, va changer entre les établissements, les parents, etc. Ce sera des décisions à prendre, mais on va revenir vers peut-être une forme de préceptorat, le précepteur qu'on a connu, qui n'est plus, comme ça a fonctionné pour ma génération, une éducation de masse, mais qui a très bien fonctionné en moyenne, c'est-à-dire de plus en plus de systèmes éducatifs qui vont, dans un schéma général, et de plus en plus personnalisés. Et je pense qu'une des solutions devrait venir de là, mais vous imaginez la réforme que ça implique. Préceptorat de masse, donc. Attendez, on ne vous entend pas si vous n'avez pas de micro, madame. Oui, je pense que nous utilisons, c'est connu, on a parlé au temps de mes chères études, on utilise 10% de son cerveau. Mais non, c'est des bêtises. Oui, non, mais est-ce que... Mais non, c'est faux, madame, c'est faux. On n'utilise pas 10% de notre cerveau. C'est comme les gènes. On avait dit qu'il y a une partie des gènes qui ne s'expriment pas, ça ne sert à rien. Maintenant, on sait à quoi ça sert. Dans le cerveau, il y a les cellules gliales, on commence à savoir à quoi ça sert. C'est pas parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert que ça ne sert à rien. Mais les enfants ne savent pas se servir de leur cerveau. Mais si, madame. D'ailleurs, c'est pour ça que l'intelligence artificielle qui éclate, elle s'est inspirée justement du cerveau des enfants. Mais non. Monsieur le maire. Oui, moi je voudrais revenir sur le problème de la bipolarisation. Pourquoi
la bipolarisation avec un système de revenus universel ne serait pas tenable au vu de la diffusion de l'intelligence artificielle et de la robotique et de l'augmentation de la productivité? C'est une possibilité, c'est exactement ça. L'idée, c'est de réfléchir sans tuer l'innovation. C'est le débat entre Bill Gates, Elon Musk et tout ça en Californie, évidemment. Faut-il taxer les robots ou pas, au risque de tuer l'innovation? Mais attendez, Jeremy Rifkin, qui n'est pas un utopiste, mais quand même, il a eu une réflexion assez intéressante en se disant, attendez, il y a une époque de l'humanité, personne s'offusquait qu'il y ait des esclaves et qu'une partie des gens en bénéficiaient. Ensuite, on a accepté que nous ayons des gens qui travaillent dans les mines, les usines ou dans les entreprises et qu'on gagnait sa vie. Et il nous dit, n'y a-t-il pas inventé une société, et c'est l'utopie un petit peu qu'on a dans la planète des singes de Pierre Boulle d'ailleurs, de se dire qu'on a des machines qui produisent, qui nous apportent des biens, qui apportent de la richesse. Et aujourd'hui, on voit bien, dans la nouvelle économie des plateformes, c'est des déplacements de la plus-value, de la chaîne de plus-value. Et un des enjeux, et vous avez raison monsieur le maire, de ces discussions sur le revenu universel, c'est quelles sont les productions de richesse, etc. Et Roger Paul-Droit aussi en a très bien parlé, mais avons-nous inventé la société demain dans laquelle nous avons une vie en tant qu'hommes, femmes, enfants, avec de la culture, de la sociabilité, en dehors du travail? En fait, ça fait 150 ans que nos sociétés sont basées sur notre vie sociale, notre position sociale est basée sur le travail, le diplôme et la réussite. Il y a cette société inventée et il y a les moyens. Je pense que sans être utopiste, c'est tout à fait une possibilité qui n'a pas été vraiment conceptualisée, mais qui commence à pointer d'une manière ou d'une autre. Donc là, j'adhère à votre réflexion. Dans ton activité de conférencier, tu interagis énormément avec des grandes entreprises. Le monde économique et social. Le monde économique. Qu'est-ce qu'ils te demandent? Là, c'est un grand public qui s'interroge. Quand tu es dans un endroit plus spécialisé, dans un contexte professionnel, c'est quoi qui te revient comme question? Qu'est-ce qui inquiète le plus finalement? Alors, le monde des entreprises m'intéresse parce que c'est un monde dans lequel ils sont obligés de s'adapter. Et donc là, ils sont mondialisés, connectés, et c'est très intéressant. Quand j'ai écrit un livre en 2011 qui s'intitule « Un paléoanthropologue dans l'entreprise », où j'étais très critique vis-à-vis des grands groupes, qui étaient sur un modèle hyper lamarckien, avec une R&D qui était fermée, et qui était sur une idée de marché sur lequel on attendait leurs produits perfectionnés. Et ils étaient très peu dans des modes collaboratifs. Et là, c'est encore malheureusement le modèle que défend la Commission européenne, c'est-à-dire de la compétition. Or, je peux vous le dire, il y a Philippe Aguillon que tu connais du Collège de France, on n'a aucun modèle cohérent qui explique comment les entreprises innovent plus avec plus ou moins de compétition. Il y a plusieurs modèles, il n'y en a aucun qui est cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plurifactoriel. Donc déjà, c'est la première chose, de ne pas se précipiter dans un seul modèle. La deuxième chose qui me demande, c'est quelles sont les stratégies d'innovation dans le monde qui vient. Et c'est là, effectivement, que aujourd'hui, on voit bien, ils sont sur des systèmes vraiment coévolutifs. C'est comment des grandes entreprises qui ont les moyens, avec les fonctions support, les financements, sont en train de ce qu'on appelait une période l'intra-entrepreneuriat, mais qu'on appelle, moi, ce que j'appelle la start-upisation. Ils sont capables de créer au sein de leur groupe des structures extrêmement darwiniennes, en ce sens où il y a de la diversité, qui sont périphéries, ils ne sont pas bloqués par la superstructure de l'entreprise, et qui sont capables donc de faire de l'invention et ensuite de l'innovation. Et ça pose des problèmes de management qui sont très différents. En gros, quand on parle de design thinking, il y a deux grands modèles. C'est le terme à la mode, c'est les macaques ou les chimpanzés. C'est très simple, hein, il y a deux schémas fondamentaux. Mais je rappelle qu'il y a toujours des macaques, il y a toujours des chimpanzés. Donc c'est pour ça que c'est du management, il faut savoir où il faut aller. Si vous faites du design thinking sur un marché qui est stabilisé, où on attend les demain, vous allez vous casser la gueule. Il ne faut pas être darwinien, là il faut être lamarckien. Et nous autres, les humains, nous sommes les seuls à être ou lamarckien ou darwinien, ou pouvoir jouer les deux. Mais il faut savoir où on va. Sinon, on se casse la figure. Et là, effectivement, des fois, je leur présente les chimpanzés, ils font la tête parce qu'ils s'aperçoivent que les chimpanzés sont parfois meilleurs qu'eux. Donc, ça leur fait un choc quand même. Et là, c'est intéressant. L'exemple que j'ai donné sur les singes capucins tout à l'heure, ce jeu que j'ai fait, c'est des stratégies extrêmement importantes. Quand vous présentez un nouveau projet de management ou de coopération, si les gens ont l'impression qu'ils vont perdre, ils ne vont pas y aller. Si ils ont l'impression qu'ils peuvent y participer et gagner, ils vont y aller. Donc, ce n'est pas de la manipulation.
le fait que les singes capucins, dont la lignée s'est séparée il y a 30 millions d'années de nous, ça veut dire ce qu'on appelle en anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss, des universaux. Ça veut dire que dans les mêmes circonstances, indépendamment de nos lignées évolutives, nous trouvons des facteurs universels qui, dans telles circonstances, font qu'on s'adapte d'une manière ou d'une autre. Donc les anciens modèles lamarckiens ne sont pas récusés, sauf qu'aujourd'hui, il faut les intégrer dans une diversité de possibilités adaptatives, et c'est donc ce que je fais. Donc en gros, expliquer, je ne dis pas que j'ai raison ou j'ai tort, mais je crois que c'est assez convaincant ce que j'ai présenté avec les données sur lesquelles je me nourris au niveau international, c'est-à-dire comment le monde change, et deuxièmement, quelles sont les possibilités de réponse en termes de stratégie d'innovation, mais également en termes de management de groupe. Voilà ce que j'essaie de faire. On est obligé d'arrêter maintenant pour diverses raisons. Ce que je retiendrai, c'est tu as bien expliqué comment on est passé du terme progrès au terme innovation. Et ça, c'est fondamental. Du monde de Lamarck au monde de Darwin. Merci, Pascal Pic. Et Pascal Pic peut répondre à vos questions maintenant en face à face et signer son livre en dessous. Voilà, merci. Juste le mot de la fin, 2 minutes. Pascal, merci pour ce panorama de l'homme depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui et même dans le futur. C'était absolument passionnant. Je m'aperçois que l'homme est toujours darwinien. J'avais pensé le contraire pendant longtemps, mais non, on subit le même mécanisme. Et donc, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous étiez nombreux. Voilà, cela clôt les mystères de cette année. Et je vous dis merci pour votre présence. Merci à M. Etcheverry. Merci aux organisateurs. Et à l'année prochaine. On me rappelle que demain, une sonde se pose sur Mars, américaine, avec un instrument français. Donc, stay tuned, comme on dit en américain. C'est demain à 21h. Au revoir.